Pourquoi les pauvres votent à droite de Thomas Frank, chapitre 10. Tu récolteras la tempête. On pourrait ne voir dans cette démonstration d'antisémitisme qu'une brève et insignifiante bouffée d'ignominie et refuser de s'y attarder plus longtemps. Mais on pourrait également l'interpréter comme l'indice d'un malaise niché au cœur même de tout ce dont nous avons parlé précédemment. Dans la cosmologie du sectarisme, les juifs ne constituent, après tout, qu'une minorité détestée parmi d'autres. Les stéréotypes auxquels ils sont perpétuellement associés est pourtant très spécifique. On les veut riches, étrangers, cosmopolites, libéraux, et par-dessus tout, intellectuels. L'anti-intellectualisme est d'ailleurs l'un des grands thèmes unificateurs de la réaction. La souche mutante de la guerre de classe qui, au Kansas, nourrit tant de griefs, semblerait totalement incohérente sans cet ingrédient. L'article de foi du conservatisme contemporain est que rien ne sert de scruter les pages économiques des journaux pour comprendre comment fonctionne le monde. Nous ne nous tuons pas au travail sous le joug de quelques abstractions telles que les forces du marché ou même pour des patrons et propriétaires en chair et en os. Non, ce sont les intellectuels qui mènent la danse. Ces individus bardés de diplômes qui font carrière dans l'administration, l'université, la justice et les professions libérales. David Brooks les appelle les dieux du curriculum vitae. Il établit la carte de leurs allées et venues en suivant ce qu'il considère comme le guide suprême de la classe dirigeante, le carnet mariage. Du New York Times, journal qui ironie du sort l'emploi aujourd'hui, où vous pouvez presque sentir concrètement le rôle joué par les notes obtenues à l'examen de fin de lycée. Si Brooks est passé maître dans l'art de la caricature des us et coutumes de cette classe de donneurs de leçons, le ton dont usent ordinairement ses collègues de la droite extrême lorsqu'ils évoquent le monde des professions libérales est celui de la plus noire suspicion. S'il faut en croire Rush Limbaugh, dans un livre édité par le même Brooks, ce monde symbolise à lui seul le rejet grandissant des élites par l'Amérique moyenne. Par élite, Limbaugh entend les professions libérales, les experts, parmi lesquels ceux de la médecine, de la sociologie, de l'enseignement et de la justice et des sciences, et les idées que toute cette bande diffuse à travers les médias. Les ennemis des gens normaux, de cette bonne vieille Amérique des États rouges, ce sont donc les intellectuels, cette élite libérale arrogante qui impose cette tyrannie à l'Amérique moyenne. Brooks estime que cette influence des intellectuels est un phénomène récent et que notre soumission aux diktats des professions libérales ne date que de ces dernières décennies, c'est-à-dire des années 1960. C'est sans doute vrai, mais cela dépend de la définition que nous accordons à ce terme. Quoi qu'il en soit, l'édification des intellectuels à la classe dominante est une vieille tradition du discours de la droite politique. L'origine de cette identification ne se trouve pas dans quelques anciennes guerres culturelles, mais bel et bien dans la stratégie défensive adoptée par les milieux économiques qui se sentaient remis en question. L'anti-intellectualisme sous sa forme actuelle prend sa source dans les années 1930, lorsque le président Roosevelt chargea toute une bande d'universitaires de réviser les structures économiques du pays. C'est à ces intellectuels que l'on doit l'appareil régulateur du New Deal et la sécurité sociale. Ils ont étudié les problèmes et rédigé des rapports, toutes choses considérées par le monde des affaires de l'époque comme une ingérence arrogante et intolérante dans le domaine sacré de la propriété privée. Une deuxième crise d'anti-intellectualisme se produit dans les années 50, lorsque le sénateur John McCarthy exhorta ces rebelles républicains à démasquer un complot gauchiste qui n'appliquait nullement à un quelconque prolétariat radicalisé, mais bel et bien tout un assortiment d'ingrats que la vie avait gâtés, issus des meilleures familles et instruits dans les meilleures universités, des intellectuels condescendants du type d'Alger Hiss, ce New Dealer de la haute société, diplômé de Harvard et qui pourrait bien avoir été un espion à la solde des soviétiques. Whittaker Chambers a écrit en lançant sa fameuse accusation contre Hiss en 1952 «
Il avait révélé un fossé criant entre les hommes et les femmes ordinaires du pays et ceux qui osaient agir, penser et parler en leur nom. Ce furent pas systématiquement mais très généralement les meilleurs qui soutenaient Al-Jarris et étaient prêts à aller jusqu'au bout pour le protéger et le défendre. Ce furent les plus éclairés, les plus puissants, les avocats enflammés de l'ouverture d'esprit. Affirmation relativement étonnante pour l'époque. Les intellectuels trahissaient le capitalisme tandis que la classe ouvrière, autrefois objet de toutes les peurs conservatrices, se dressait pour sauver le mode de vie américain. Comme cette rengaine a été répétée un nombre incalculable de fois depuis les années 50, cette vision des choses est devenue fort commune, quelque chose que tout le monde ressent instinctivement. Aujourd'hui, ce type d'anti-intellectualisme est un ingrédient fondamental de la doctrine conservatrice qui exprime, dans sa meilleure brièveté, le thème très unificateur de la nature trahie par l'artifice. De son côté, le monde des affaires use de cet anti-intellectualisme pour qualifier d'arrogance pure et simple toute suggestion selon laquelle l'humanité pourrait tirer profit d'un ordre social autre que le système de libre marché. Pour leur part, les conservateurs sociaux se servent de l'anti-intellectualisme pour condamner le dévoiement d'un système de valeurs qu'ils identifient soit à Dieu, soit au bon peuple de l'Amérique rouge. Mais bon Dieu, pour qui se prennent donc ces intellos? En dressant les gens ordinaires contre ces maudits diplômés, avec leurs études prétentieuses et leur administration, les républicains ont perverti quelques-unes des traditions anti-intellectuelles les plus légitimes, et parfois même les plus honorables. La première de ces traditions est l'évangélisme protestant qui valorise le rapport direct avec Dieu et rejette la nécessité d'une hiérarchie cléricale composée de professionnels du divin. Selon cette tradition, la pensée critique ne mène que sur la voie de la sainteté et les évangélistes ont toujours préféré les prédicateurs charismatiques autonomes à toute forme d'instance cultivée. Une autre de ces traditions instrumentalisées par la réaction est la suspicion profonde que la gauche historique a toujours éprouvée à l'égard de l'expertise professionnelle. Cette attitude a bien entendu pour cause une opposition affirmée aux exigences du monde des affaires et non une volonté de voler au secours du patronat. Comme le souligne Barbara Ehrenreich, le contrôle social non violent était l'objectif rationnel de nombre de secteurs économiques américains. Les professions libérales de la classe moyenne se sont alors proposées de veiller à ce que les ouvriers restent à leur place grâce aux études de rendement, à l'industrie des relations publiques ou à la pseudo-science du management. Les salariés considéraient ces prétentions avec scepticisme et ironie. Les relations de la classe ouvrière avec la classe moyenne sont d'ordinaire unilatérales, explique Barbara Ehrenreich. Les ordres viennent d'en haut, ainsi que les diagnostics, les directives, les évaluations, les objectifs, et même, au travers des médias, les conseils sur ce qu'il faut penser, sentir, comment dépenser son argent et se reposer. L'idée ne remonte que rarement vers la classe moyenne, tout simplement parce qu'il n'existe aucune structure pour convoyer l'information de classe en classe et la faire remonter. Ces deux traditions ont été instrumentalisées dans la guerre de classe inversée que mène la réaction. Les républicains d'aujourd'hui se moquent des uniformes portés dans les universités prestigieuses, même lorsqu'ils en sont eux-mêmes issus. Ils râlent contre ces professions libérales qui s'immiscent dans les affaires des autres, même lorsqu'ils sont eux-mêmes avocats, professeurs ou managers. Ce faisant, ils se rangent aux côtés des gens ordinaires et s'en portent vertueusement contre ces je sais tout qui veulent réorganiser et changer le moindre détail de la vie privée. Les républicains traitent toutes les questions de société sur le même modèle. Il s'agit toujours d'un conflit entre d'une part l'authentique, le naturel, le démocratique, et de l'autre l'arrogant, le fouineur et l'excentrique. C'est le trait commun qui unit tous les débats sociaux que j'ai traités jusqu'ici, des chemins de fer transformés en sentiers de randonnée au système métrique, aux subventions agricoles et aux législations foncières. Toutes les réformes du XXe siècle ne sont pas aux yeux des conservateurs qu'autoritarisme et projets insensés que l'homme tente d'imposer à l'ordre divin immuable.
et donc au capitalisme de libre marché. Aujourd'hui, les républicains forment le parti anti-intellectuel par excellence, le dernier rempart qui tienne encore debout et qui rejette les idées à part trop alambiquées. Harvard déteste l'Amérique, proclamait un livre classique des premières années de la réaction, et le parti républicain contemporain déteste Harvard. Les républicains agissent désormais comme le faisaient les Whigs en 1840, prenant des accents ruraux, racontant à qui veut l'entendre leur jeunesse passée dans des cabanes en bois et hurlant contre les élites suréduquées. Même George Bush, promotion de Yale 1968, reproche aux habitants de la côte Est de regarder ses potes du Texas avec le plus profond mépris. Petite note de bas de page sur Whig. C'est un parti politique américain de la droite libérale. Les Whigs ont été créés durant l'hiver 1833-1834 pour s'opposer au président Andrew Jackson. Et ils portèrent William Henry Harrison à la présidence en 1840. Le nom de Whig, qui en anglais signifie perruque, fait référence au parti anglais qui, au XVIIe siècle, s'opposait au pouvoir du roi et à la Restauration. Les symboles de l'aristocratie doivent être jetés à bas pour que la vie matérielle de cette même aristocratie puisse être encore plus confortable. On a beaucoup investi dans cette guerre contre les intellectuels. Outre les classiques best-sellers critiquant la vie sur les campus universitaires, les conservateurs ont créé des contre-institutions et des associations professionnelles alternatives à partir desquelles ils dénoncent les prétentions de l'université classique. Ils ont mis sur pied des think tanks qui soutiennent certains écrivains pour des raisons exclusivement partisanes et publient des magazines pseudo-universitaires qui négligent ouvertement le critère de l'évaluation scientifique par les pairs. Cela n'a pas été sans peine pour certains républicains de la vieille école qui, comme tant de nos modérés du Kansas, ont bien souvent suivi de longues études et sont pour la plupart membres de professions libérales, et certainement pas totalement étrangers au monde de l'intellect. L'expertise est une chose que les gens critiquent quand elle émane des bureaucrates de l'administration ou de ces libéraux qui se mêlent de tout. Mais après avoir passé des décennies à proférer des discours anti-intellectuels d'une rare violence contre les commissions fédérales chargées, par exemple, d'étudier les effets de leur activité sur la nappe phréatique, ces mêmes républicains se retrouvent bien embarrassés quand ce discours se retourne contre eux, lorsque, disons, ils tentent de justifier une théorie anti-évolutionniste. Une fois de plus, les républicains de la vieille école récoltent la tempête qu'ils ont semée, victimes comme ils le sont du succès de leur propre stratégie. Telle est la situation au Kansas, où les plus éminents conservateurs, eux-mêmes millionnaires, avocats et diplômés de Harvard, conduisent un soulèvement prolétaire contre les millionnaires, les avocats et autres diplômés de Harvard, ainsi que contre les professeurs, les architectes, les patrons de presse, les promoteurs et les chefs d'entreprise qui constituent la fraction modérée du parti. Il se trouve que cette guerre pseudo-populiste contre les professions libérales eut des précédents de première importance au Kansas. Dans les années 1920-1930, y vivait un drôle de docteur jouissant d'une certaine notoriété dans tout le pays, le professeur John Binkley de Milford. Il prétendait guérir l'impuissance en greffant des testicules de bouc sur ses patients. Brinkley était par ailleurs un des pionniers de la radiodiffusion et avait obtenu la permission d'émettre en 1923 une émission dans laquelle il informait le pays tout entier de sa miraculeuse découverte. En 1929, cette station de radio fut élue station la plus populaire du pays. L'interminable liste d'attente de son hôpital de Milford lui rapporta beaucoup d'argent, avec lequel il s'offrit d'innombrables bagues en or et une magnifique Cadillac, sur laquelle il avait fait graver son monogramme, en or lui aussi, en 13 endroits différents. Bien entendu, cette histoire de testicules de bouc était une gigantesque supercherie, et les états de service médicaux de Brinkley étaient plus que discutables. Comme il était le charlatan le plus célèbre du pays, l'AMA décida de faire un exemple, aidé par ceux-là de la Commission fédérale de radiodiffusion, qui lui retira sa licence radio, et par le Kansas City Star, propriétaire d'une autre radio rivale, et qui fit paraître toutes sortes d'articles sur les fiascos médicaux de Brinkley. Mais au lieu de détruire instantanément notre homme, cette écrasante coalition des professions libérales de l'administration et des médias ne parvint qu'à en faire un martyr.
Petite note sur les diplômes de Brinkley. Ils émanaient d'une institution électique où l'on enseignait des philosophies médicales telles que qu'ostéopathie, homéopathie et autres qui n'épousaient pas les pratiques dites normales, promues par l'American Medical Association, AMA, c'est-à-dire allopathie. À cette époque, le Kansas était l'un des derniers États où les diplômes non agréés par l'AMA étaient officiellement considérés comme de même valeur que les diplômes agréés. Faire en sorte de délégitimer ces disciplines marginales, était, outre la nécessité de dévoiler la supercherie, un des principaux objectifs de l'AMA. Ainsi, en 1930-1932, Brinkley se présenta-t-il au poste de gouverneur, cherchant systématiquement à identifier son propre martyr à celui que faisaient subir aux citoyens ordinaires de l'État les banquiers et les gros propriétaires terriens. Au cours de sa tournée électorale, le docteur se faisait accompagner d'un groupe de country et de toute une troupe de prédicateurs locaux, arrivant souvent sur les lieux de son avion privé. Les plus âgés comparaient le frisson qui parcourait le Kansas à l'ambiance qui avait prévalu durant l'ère populiste des années 1890. Pardon. Le docteur ne fut finalement battu qu'au prix de prodigieuses machinations ourdies par les dirigeants traditionnels de l'État, les très raisonnables pères de nos très raisonnables républicains modérés d'aujourd'hui. Le Brinkleyisme était aussi étrange que Brinkley lui-même. Le docteur était un fervent fondamentaliste et un ennemi farouche du darwinisme. Néanmoins, sa politique épousait le credo du radicalisme des années 1930 et favorable au financement public des dépenses de santé et des pensions de retraite. Par ailleurs, Brinkley avait également un plan mystérieux pour accroître les précipitations atmosphériques au Kansas. Cet homme était sans doute aucun un charlatan et un opportuniste. Mais à cette époque, lorsqu'un opportuniste souhaitait promouvoir une politique anti-profession libérale, il se tournait tout naturellement vers la gauche, et cela valait également dans le contexte élargi de la politique. Il faut conserver à l'esprit que les membres de l'AMA s'opposaient depuis des décennies à toute tentative de mettre en place une politique nationale de santé. Cette organisation n'était nullement l'amie des classes laborieuses. Néanmoins, aujourd'hui, c'est la droite réactionnaire qui s'imposerait à un homme tel que Brinkley, s'il avait une dent contre la profession libérale. On combat désormais l'influence de l'AMA, de l'association du barreau et de tout autre bulldozer de classe moyenne en défilant contre l'évolutionnisme, en critiquant la partialité des médias et par-dessus tout en manifestant contre l'avortement. L'une des raisons qui explique l'importance cruciale de la croisade anti-avortement pour le conservatisme contemporain est son rôle de point de ralliement anti-intellectuel. Les libertariens avocats pur jus du capitalisme et de libre marché n'apprécient pourtant guère que les républicains, dans leur grande majorité, soient alignés sur la foule des contempteurs de l'avortement, car ils considèrent l'interdiction d'avorter comme une violation pure et simple de la sacro-sainte liberté individuelle, et y voient la possibilité d'une ingérence de l'État. Pour eux, il n'est rien de plus privé en effet que la liberté individuelle de choisir lorsqu'il s'agit de son propre corps. Mais si on veut comprendre le mouvement anti-avortement, il faut absolument garder à l'esprit que, quoi qu'ait pu signifier par ailleurs la décision Roe versus Wade en 1973, ce fut également un monument érigé à la gloire des experts et des professions libérales. De fait, pour la sociologue Christine Lucker, la quasi-totalité de la législation sur l'avortement peut s'interpréter dans le contexte de la professionnalisation de la médecine. De la même manière que la législation du XIXe siècle interdisant l'avortement fut votée sous la pression des médecins qui commençaient alors à affirmer leur expertise. La vague de réformes qui libéralisa l'avortement dans les années 60-70 refléta le nouveau regard que la profession portait sur elle-même. La législation sur l'avortement est restée jusqu'au bout intimement liée aux évolutions de la profession médicale.
La liste des différents groupes qui, en 1973, ont soumis à la Cour suprême leurs recommandations favorables à l'avortement ressemble à un véritable who's-who de la hiérarchie médicale du pays de l'époque. Mieux encore, Harry Blackmun, le juge de la Cour suprême qui rédigea la décision, avait été durant toute sa carrière au barreau l'avocat de la clinique Mayo. Et selon 2 journalistes qui se sont penchés sur cette controverse, c'est plus le droit du médecin à traiter son patient, selon ce jugement professionnel le plus sûr, que le souhait de la femme enceinte qui inspira à Blackmun cette décision historique. Coucou, pas. La décision Roe vs Wade démontra de manière flagrante la tendance du pouvoir juridique à ne tenir compte de rien d'autre ni de personne, qu'il s'agisse de l'Église ou des parlements. La décision primait sur les législations de la quasi-totalité des États. Cela eut pour effet de mettre unilatéralement fin au débat naissant sur l'avortement, en réglant la question par décret et par le haut. Alors, une petite note. Avant la décision Roe vs Wade, 4 États avaient déjà légalisé l'avortement et 13 autres, dont le Kansas, avaient voté des lois recommandées par l'American Law Institute et l'AMA, dans le cadre desquelles un certain nombre de médecins devaient s'accorder sur la nécessité de procéder à l'avortement avant d'autoriser l'acte, mais uniquement pour protéger la vie ou la santé de la mère en cas de malformation du fœtus ou en cas de viol ou d'inceste. Avec la décision Roe vs Wade, ces restrictions furent largement balayées et l'avortement devint possible pour à peu près n'importe quelle raison dès les premiers moments de la maternité. Pourtant, depuis le début des années 90, les parlements d'État ont voté de nombreuses restrictions d'ordre extramédical, telles que l'autorisation des parents pour les mineurs, ou la nécessité de prendre conseil et de s'accorder une période de réflexion, et l'interdiction de tout financement public de l'acte. Ces 3 directives sont aujourd'hui appliquées au Kansas. Donc cette affaire a permis la cristallisation définitive du libéralisme en doctrine édictée par une petite clique d'experts, coalition impie de médecins, d'avocats et de bureaucrates imposant leurs réformes par le truchement de la justice et non par la voie démocratique. Quand en 2003, le juge de la Cour suprême Antonin Scalia accusa ses collègues d'abroger des lois interdisant la sodomie votées par l'État, plus par souci de complaire à la culture pro-homosexuelle de la profession juridique que par respect d'un quelconque article de la Constitution, il invoquait de fait ce stéréotype. Et donc là encore une note de bas de page. Dans son pamphlet Lawrence versus Texas, Scalia écrit l'opinion actuelle est le produit... Attendez. Je bois un coup. Ah. Dans son pamphlet Lawrence versus Texas, Scalia écrit: l'opinion actuelle est le produit d'une décision de justice qui est elle-même le produit d'une culture juridique qui est largement favorable au fameux ordre du jour homosexuel édicté par quelques militants homosexuels déterminés à faire oublier l'opprobre moral traditionnellement attaché à leur comportement. J'ai fait remarquer quelque part que l'American Association of Law Schools, à laquelle toute honorable école se doit d'appartenir, exclut de ses rangs tout établissement qui ne souhaiterait pas engager comme collaborateur futur un individu qui affiche ostensiblement son homosexualité. Comme le faisait également Ann Coulter lorsqu'elle établit un lien similaire entre les juges et les médias, en prétendant à demi-ironique que les libéraux interprétaient grosso modo la Constitution de manière à ce qu'elle reflète au mieux le scénario de l'épisode hebdomadaire d'Ally McBeal. Et comme le firent à leur tour les conservateurs dans leur ensemble, quand la rumeur se répandit à l'été 2003 que certains juges de la Cour suprême se passaient désormais de la Constitution et se référaient aux traditions juridiques de pays plus avancés en ce domaine lorsqu'il s'agissait d'abroger les lois votées par les États populaires tels que le Kansas ou le Missouri. Et donc sur ce qu'a dit Ann Coulter sur Ally McBeal, ce texte d'Ann Coulter, qui date du 3 décembre, répond à la décision prise par la Cour suprême du Massachusetts d'autoriser le mariage homosexuel.
y affirme que les libéraux ont définitivement cessé de respecter la loi, qu'elle nie purement et simplement l'autorité juridique des tribunaux, en déclarant que le juge de la Cour suprême du Massachusetts est aussi légitime à proclamer la légalité du mariage homosexuel depuis son estrade que je suis à le faire dans ce papier. Donc, les conséquences légales, médicales et administratives de la décision Roe versus Wade paraissent encore plus monstrueuses au vu du domaine dans lequel l'élite libérale semble vouloir intervenir. La définition même de la vie humaine, ce genre de décision prise par les juges et par les médecins sur des sujets philosophiques d'une telle importance, a aisément permis au mouvement anti-avortement de se convaincre que d'autres entourloupettes l'attendaient au tournant. Il existe désormais tout un mouvement littéraire autour de terrifiantes histoires sur le délire qui s'est emparé de la profession médicale, de médecins favorables à l'infanticide et à l'euthanasie, d'avorteurs faisant commerce de fœtus et de scientifiques maboules fabriquant des embryons dont les cellules souches seront ensuite conservées. Selon certains, l'eugénisme nazi avait été approuvé par la communauté médicale allemande, fleuron de la rectitude professionnelle européenne. La fin de cette destruction ne repose que sur la décision d'une paire d'élites scientifiques et sur l'apathie de l'opinion publique, écrivait déjà le professeur Everett Koop et le théologien Francis Schaeffer en 1983. Tout espoir de mettre sur pied une théorie globale des droits humains est déjà perdu. Et donc ça, c'est un extrait d'un célèbre pamphlet anti-avortement dont l'un des auteurs est devenu par la suite secrétaire à la santé de Ronald Reagan. Entre autres, ce livre est une réflexion sur le rôle des professionnels de santé qui, selon les auteurs, ont outrepassé le domaine de leur expertise. Le moindre aspect du cauchemar de la réaction semble suivre un scénario identique. Les membres outrecuidants des professions libérales méprisant les gens rustres et peu instruits imposent leur expertise libérale, bien entendu, à un monde incapable de réagir. Ainsi, entendons parler d'ecclésiastiques qui décrètent que Dieu a changé d'avis sur tel ou tel péché, et qui utilisent leur autorité épiscopale pour interdire ou excommunier des congrégations religieuses rejetant leurs décisions. Sans parler des plaintes interminables contre les professeurs sournois qui ne sont responsables que les uns devant les autres et qui réécrivent l'histoire au gré de leurs préjugés libéraux, imposant leur manière de voir au cerveau malléable des étudiants. Enfin, on entend répéter inlassablement que les médias, dont tous les collaborateurs sont de nos jours diplômés des écoles de journalisme, ignorent les critiques et rejettent systématiquement toutes les informations qui ne reflètent pas leur vision libérale du monde. Ce que George Bernard Shaw a écrit est peut-être vrai. Toute profession est une conspiration contre le laïc. S'il en est ainsi, l'enseignement ne pouvait que tout naturellement devenir un sujet majeur des guerres politiques du type de celles qui se déroulent aujourd'hui au Kansas. Dans cet état, comme dans de nombreux autres, l'enseignement est le poste budgétaire le plus vulnérable. L'inévitable victime de toutes les réductions fiscales décrétées par les conservateurs. Les réductions... et comme par hasard, l'enseignement est également le trait commun de tous les ennemis des conservateurs. Aux yeux des modérés du Johnson County, qui pour nombre d'entre eux sont des membres relativement aisés des professions libérales, de type classe moyenne, l'éducation est généralement une chose positive. Certes, ils peuvent se montrer désireux de relayer les critiques habituelles portées par les milieux d'affaires contre les experts fouineurs, mais il n'en reste pas moins que l'enseignement est au fondement même de leur statut. Source de tous les doctorats en droit, en médecine, en gestion et autres thèses qui ont fait d'eux une élite, l'enseignement est une des choses qui les distingue du commun des mortels. Il leur confère l'autorité et la crédibilité en même temps qu'il marque leur mérite individuel et les associe à l'univers plus vaste de l'élite du pays. Les modérés respectent l'enseignement public sous le soutien presque sans aucune réserve, et le soutiennent presque sans aucune réserve. Les écoles publiques du Johnson County sont de première qualité,
et se range régulièrement parmi les meilleurs de la nation. De fait, l'excellence scolaire est l'une des principales raisons d'être du Johnson County. La qualité des établissements permet de maintenir la valeur foncière des propriétés. Elle incite les familles et les entreprises à s'installer à Overland Park plutôt qu'à Kansas City, dans le Missouri. Elle donne à cette banlieue tout son sens. L'un des articles de foi des républicains modérés au lieu du lieu est de fournir aux établissements publics tout ce dont ils pourraient avoir besoin. L'admission est dans une université prestigieuse est l'ultime objectif de ces merveilleux établissements, ainsi que l'objet d'une sorte de culte dans les banlieues aisées du Johnson County. Je suppose qu'il en va de même dans toutes les banlieues américaines relativement aisées, mais dans l'endroit dont nous parlons, l'aura des prestigieuses universités américaines est amplifiée par l'éloignement du Kansas et par sa terrible peur d'être considéré comme un état de plouc. Au lycée, j'ai connu un type qui pouvait réciter de mémoire l'adresse du bureau des inscriptions de l'université de Harvard. Aujourd'hui encore, je me souviens très précisément de mes collègues de lycée qui ont intégré les universités UP et la manière dont ils se sont immédiatement procurés les différents t-shirts, carnets et autres babioles qui les autorisaient à crier leur bonheur à la face du monde. Puis comment ils ont immédiatement fait preuve d'une exaspérante intimité avec les us et coutumes de l'institution bien-aimée. Pendant ce temps, les parents des heureux élus, les modérés, connus à l'époque sous le seul nom de républicains, ajoutaient avec satisfaction un autocollant supplémentaire à la vitre arrière de leur Buick. Ils organisaient des fêtes pour célébrer le glorieux événement et hissaient le drapeau de l'université. L'admission à l'université est un succès qui dure toute la vie, dans le monde des modérés. L'important même bien souvent sur ce que vous pouvez faire concrètement par la suite. C'est si important que dans les quelques minutes qui suivent votre rencontre avec un modéré, il vous aura inévitablement demandé où vous êtes allé à l'école, ou inversement, vous aurez appris qu'il est lui-même issu de Harvard et qu'il possède également des diplômes de Yale et d'Oxford. Alors ça c'est... En France, on a les mêmes. En France, on a les mêmes. C'est ceux qu'on fait normal sup. Vous pouvez savoir en une minute qu'un mec a fait normal sup ou pas. En général, les conservateurs se fichent bien de tout cela, leurs militants de base et également certains de leurs responsables dont le candidat au poste de gouverneur en 2002 n'ont aucun diplôme universitaire. Et pour une grande majorité d'entre eux, l'enseignement supérieur fait juste partie du problème. C'est cette institution qui, à leurs yeux, produit ces maudits experts et en tout et en n'importe quoi. Les gens de gauche expliquent souvent les réticences des classes populaires vis-à-vis de l'enseignement public comme une réaction, somme toute naturelle, au patriotisme, au conformisme et aux règles de civilité imposées par ce qu'ils appellent l'appareil idéologique de l'État. Selon eux, l'objectif de l'enseignement est de contrôler les frontières de classe en transformant la plupart des jeunes en robots obéissants, tout en en choisissant quelques-uns pour occuper les postes de pouvoir. Les rejetons des milieux ouvriers sont censés le savoir instinctivement, et c'est pourquoi ils sèchent les cours, se droguent et écoutent The Wall toute la journée. Une explication des plus subtiles illustrée par un livre paru en 1955, Lies My Teacher, Told Me, les mensonges que mon prof m'a enseigné, affirme que les manuels d'histoire du lycée offrent une version Disney de l'histoire américaine. Héroïque, égalitariste, bourré de progrès permanents et presque totalement exempte de conflits de classe. Pour les auteurs de ce livre, enseigner une telle vision de la réalité, c'est faire de l'école une institution totalement inapte à expliquer les principales questions qui se posent aujourd'hui. Les enfants comprennent très bien que c'est n'importe quoi. La désaffection des conservateurs du Kansas vis-à-vis de l'enseignement public a des raisons presque opposées. Ils n'ont aucun problème avec l'idée que l'école devrait servir à fabriquer de la main-d'œuvre bon marché à la chaîne, comme le souhaite si ardemment Kay O'Connor.
Non, les conservateurs sont tout simplement exaspérés parce qu'ils estiment que l'enseignement public ne fait pas assez dans le Walt Disney et qu'il n'est pas suffisamment à la sabote. À la botte. Ils ont le plus profond mépris pour les prestigieuses universités si convoitées par les habitants de Mission Hills et de Leawood. Dans la mythologie conservatrice contemporaine, les universités ne représentent pas tant la source d'un savoir utile que le terrain de jeu du politiquement correct et de la sédition, où les professeurs radicaux crachent sur le pays et où les étudiants décervelés passent leur temps à manifester et à crier des slogans idiots. La trahison des intellectuels est un pilier de la pensée réactionnaire qu'il existe des sites internet entièrement consacrés à l'expression de griefs contre l'université et à dresser la liste des propos antipatriotiques tenus par un professeur ou des moindres événements scandaleux qui auront pu outrager une minorité particulièrement susceptible. Il y a un siècle, les étudiants d'Harvard s'étaient mis à dos la classe ouvrière en jouant les briseurs de grève juste pour rigoler. Aujourd'hui, selon la droite, les étudiants de cette même place forte des privilégiés se moquent des travailleurs en célébrant joyeusement les ordres qui tuent les fils de la classe ouvrière de Boston qui se battent pour la liberté dans des contrées éloignées. Quoi qu'il en soit, l'enseignement est le principal endroit où les habitants moyens du Kansas se heurtent régulièrement à l'administration. Et pour les conservateurs, cette rencontre est bien souvent frustrante et violente. L'école est le lieu où l'administration s'immisce le plus insidieusement dans leur vie privée et où leurs enfants apprennent non seulement que l'homosexualité n'est pas un problème, mais également comment mettre un préservatif. Ces mêmes conservateurs voient également leurs convictions discutées par un groupuscule d'experts arrogants qui échappent à tout contrôle démocratique, la National Education Association, NEA. C'est pourquoi ils souhaitent la mise en place de bons d'éducation, de l'enseignement à domicile et des écoles et d'écoles confessionnelles privées. Demandez à des responsables conservateurs ce qu'ils pensent de l'enseignement public et ils vous répondront, la main sur le cœur, qu'ils aiment autant l'enseignement public que n'importe qui d'autre dans cet état, qui sont fiers de la bonne réputation du Johnson County en ce domaine et des bonnes équipes de basket de l'état. Ils n'ont absolument rien contre l'enseignement public, que Dieu les garde. Comment les modérés hostiles sous-entendre que les conservateurs ne soutiennent pas l'enseignement public à 100%. Pourtant, il suffit de lire les messages qu'ils font circuler en privé et leur dégoût de l'enseignement public éclate au grand jour. Lorsqu'un procès très médiatisé se conclut en juin 2003 par le déboulonnage du monument hommage aux 10 commandements érigé dans un établissement public de l'Ohio, la messagerie des conservateurs du Kansas explosa littéralement de messages scandalisés. « L'école publique n'est qu'un nid de vipères !» s'exclamait un ancien président local du Parti républicain. Et les autorités avaient ordonné le déboulonnage des 10 commandements. Et les autorités qui avaient ordonné le déboulonnage des 10 commandements étaient ni plus ni moins des juges totalitaro-libéraux, des crypto-nazis, qui visent à ghettoiser les chrétiens. Un autre correspondant rejetait la formule même d'enseignement public pour lui préférer celle d'enseignement gouvernemental. Un enseignement gouvernemental, voire de centre gouvernemental d'endoctrinement. Un troisième surenchérissait, prétendant que dans les établissements publics, les jeunes chrétiens étaient délibérément sujets quasi quotidiennement à la propagande gauchiste pro-homosexuelle, pro-avortement et pro-évolution de l'ultra-gauchiste NEA. Et ils tombaient pratiquement tous d'accord pour dire que les conservateurs devraient éviter tout rapport avec l'enseignement public, même si l'un d'eux proposait que les élèves devraient au contraire s'y rendre et se comporter en véritables guerriers contre ce régime diabolique. On peut trouver une condamnation encore plus vigoureuse de l'enseignement public en vertu de ses caractéristiques atroces mais imaginaires dans le récit de science-fiction que nous offre Jack Cashill de l'année cauchemardesque 2006. 5 années seulement de présidence d'Al Gore viennent de s'écouler, mais l'enseignement est déjà devenu un exercice baroque politiquement correct.
Le héros de Cashil assiste à une remise de diplôme dans un lycée au cours de laquelle deux formateurs en diversité, vêtus de drôles de costumes indigènes, montent sur l'estrade et pérorent devant l'auditoire sur le péché originel du pays. Donc, sur le péché originel du pays, l'esclavage. Les diplômes qu'ils remettent ensuite sont censés récompenser les lycéens pour leur nouvelle compréhension de notre histoire honteuse et de notre responsabilité historique dans ce drame. Tous nos diplômés ne sont pas soumis à un dur exercice d'autocritique et en sont sortis purifiés. Tous nos diplômés se sont soumis à un dur exercice d'autocritique et en sont sortis purifiés. Et les profs, laissez ces mômes tranquilles! Parmi les stupidités criantes auxquelles le Kansas a accolé son vénérable nom au cours des 15 années qui viennent de s'écouler, la plus mémorable et de loin est la décision prise en 1999 par le département de l'éducation du Kansas d'effacer toute référence à l'évolutionnisme, et tout cela collait si bien avec le scénario culturel global de l'Amérique, où le fantasme s'oppose à la réalité, que les médias nationaux ne purent résister à la tentation. Donc là, une petite note de bas de page. Comme dans d'autres endroits, le département de l'éducation du Kansas établit des critères généraux de ce que les établissements publics sont censés enseigner et de ce que les élèves sont censés apprendre. Ces critères ne sont pas des directives contraignantes qui décideraient précisément de ce qu'il doit se passer dans les salles de classe, mais en revanche, ils fixent le contenu des tests d'évaluation de l'État par lesquels on mesure les progrès des élèves à différentes étapes de leur parcours scolaire. Comme les enseignants se préoccupent inévitablement du contenu de ces tests d'évaluation, les critères en question pèsent inévitablement sur le contenu de l'enseignement. Tout cela collait si bien avec le scénario culturel global de l'Amérique, où le fantasme s'oppose à la réalité, que les médias nationaux ne purent résister à la tentation. Ils se rendirent en foule au Kansas et se mirent immédiatement à publier des articles alternativement attristés et scandalisés. Les cyniques se moquèrent du Kansas dans les émissions de télé, les moralisateurs firent la leçon au Kansas dans les éditoriaux des journaux, et les médiatifs virent que dans le Kansas l'éternelle illustration de l'inaptitude tragique des fondamentalistes à comprendre les progrès de notre monde si terrestre. Comme tout lycéen le sait pertinemment, le fondamentalisme avait déjà suivi cette voie bien des années auparavant. William Jennings Bryan, démocrate du Nebraska, fut l'objet de la risée nationale après le fameux procès du singe qui se tint au Tennessee en 1925. Depuis alors adopté, le créationnisme était devenu synonyme d'arriération. Après le procès, George Bernard Shaw déclara « Ce n'est pas tous les jours qu'un seul État peut ridiculiser tout un continent ou qu'un seul individu peut pousser l'Europe à se demander si l'Amérique n'a jamais été véritablement civilisée. Mais M. Bryan et le Tennessee ont réussi ce double miracle. » Demander qu'on reprenne cette bataille, c'est accepter un héritage de bêtises, d'ignorance et d'humiliation. En effet, admettons que le camp adverse accède à la requête des conservateurs et autorise qu'on rejoue la partie en laissant des théories comme le créationnisme, le dessin intelligent, donc intelligent design, ou quoi que ce soit de ce genre, s'opposer aux conclusions de la science en ce domaine. Les conservateurs ne pourraient alors s'attendre qu'à une défaite humiliante. C'est bien aussi le cas pour la théorie du destin intelligent, une doctrine généralement considérée par les conservateurs du Kansas comme une critique valide, légitime et admise par les milieux universitaires de l'évolutionnisme. Dépouillée du baratin religieux et politique qui l'accompagne en permanence, cette théorie s'effondre devant l'analyse critique. Mais cette perspective ne les dissuada nullement. À leurs yeux, l'importance de la question de l'évolutionnisme ne tenait pas tant dans la possibilité qu'elle offrait de changer de façon de voir les Américains que dans la symbolique du geste. À l'image de la controverse sur l'avortement ou de la guerre sainte contre le gangsta rap, la bataille contre l'évolution semble n'avoir été engagée que pour maintenir le Kansas dans un état de polarisation exacerbée, nourrir l'exaspération et faire bouillir la marmite des conservateurs. Il n'a jamais été question d'interdire l'enseignement de l'évolutionnisme ou d'imposer celui du créationnisme.
le département de l'éducation se contenta de changer les critères des lycées, c'est-à-dire les lignes directrices de l'enseignement scientifique. Il s'agissait néanmoins d'un combat symbolique capital. Encore la littérature conservatrice sur le sujet, on aurait pu croire que l'attaque frontale contre l'évolution était la plus grande et la plus noble des causes dans la guerre culturelle qu'ils menaient. Pour l'un d'entre eux, l'évolutionnisme n'est qu'un des éléments de la sinistre guerre menée contre Dieu. Pour un autre, l'évolutionnisme est une religion païenne, déguisée en science pour légitimer le matérialisme et enseigner que la vie n'a pas de sens, que l'humain n'a pas de valeur en soi, et qu'il n'existe pas de source absolue d'autorité morale. Si ça a l'air bien, faites-le. Si ça n'est pas pratique d'avoir un bébé, tuez-le. On se débarrasse bien des chatons excédentaires, pourquoi pas des enfants? Si vous en avez marre de votre femme, débarrassez-vous-en. Ni les vœux du mariage, ni les témoins n'ont aucune valeur intrinsèque. Plus bas, ce texte accuse l'enseignement naturaliste et évolutionniste de nos écoles d'être à l'origine de l'usage de la drogue chez les adolescents, l'expansion rampante des maladies sexuellement transmissibles, du désespoir et du suicide chez ces mêmes adolescents, ainsi que la violence chez les jeunes. C'est la raison pour laquelle concentrer les assauts contre l'évolutionnisme peut permettre de faire remonter Dieu sur le ring et de nuire au socialisme, à l'avortement, au divorce, etc. Et bien sûr d'apporter une solution à tous les problèmes des adolescents mentionnés précédemment. Avec une unique balle miraculeuse, tous nos problèmes peuvent être réglés. Les conservateurs savent pertinemment, au moment même où ils se lancent dans cette bataille, qu'ils ne seront jamais autorisés à tirer cette balle miraculeuse. Le véritable objectif de leur stratégie anti-évolutionniste n'est pas de ramener le Kansas vers Dieu, mais bel et bien de se faire réélire. Comme nous l'avons vu, les conservateurs prennent des postes et mettent leur éloquence au service de combats culturels, mais ils n'aboutissent jamais à rien de véritablement concret dans le domaine. Ce qui les intéresse avant tout est de déclencher une tempête culturelle qui puisse servir à consolider leur base électorale. En soulevant délibérément la colère des milieux intellectuels et avec la question de l'évolutionnisme, les conservateurs cherchent semble-t-il à consolider et à aiguiser la drôle de conception des classes sociales professée par leurs adeptes. En un mot, il s'agit d'un pur exercice d'anti-intellectualisme. Les stratèges anti-évolutionnistes sont inhabituellement conscients que si vous mettez de côté toutes les querelles scientifiques qui gravitent autour de la théorie de l'évolution, ce que font d'ailleurs 99% des observateurs, la question peut aisément se transformer en un combat moral entre les penchants démocratiques des gens ordinaires et le cœur même de l'élite libérale. J'ai nommé les intellectuels. Les sondages montrent que la grande majorité des Américains sont en faveur de l'enseignement des deux théories, l'évolutionnisme et le créationnisme. Mais les conservateurs savent bien que toute tentative de mettre cette proposition en pratique provoquera automatiquement une vigoureuse réaction de la part du milieu scientifique. Et c'est là toute la question. Ce milieu universitaire prouvera alors qu'il est sans doute constitué de la bande de pédagogues la plus sectaire, la plus arrogante et la moins démocratique du monde. Provoquez-les et ils déverseront immédiatement sur vous tout leur mépris. Obligez-les à faire leur numéro de snob, de critique à l'égard d'une poignée de citoyens du Kansas plein d'humilité et de bonne volonté, comme ils le firent dans les années 30 contre le pauvre vieux Dr Brinkley, et vous aurez déclenché une véritable guerre qui opposera la foule du petit peuple, laborieux, humble et croyant une élite intellectuelle prétentieuse, un mélodrame populiste dans lequel les victimes ne peuvent pas perdre. Jack Cashill s'en prit un jour à une modérée pro-évolutionniste qui se présentait pour un poste au bureau de l'enseignement de l'État en informant les lecteurs du Weekly Standard qu'elle était très populaire à Missouri Hills pour sa conduite charitable envers les riches et les trouillards. En revanche, le candidat conservateur en exercice qui avait réussi à convaincre l'administration de prendre position contre l'évolutionnisme était lui présenté comme un héros des quartiers plus modestes. Pour l'auteur de Kansas Tornado, commentaire droitier de la controverse anti-évolutionnisme, toute l'affaire a débuté à cause d'une ménagère de Prairie Village, qui décida de s'impliquer dans les grilles d'évaluation du progrès social des élèves de l'État. Du progrès scolaire des élèves de l'État, pardon.
Prairie Village, en dépit de son nom, Prairie Village est une des banlieues les plus aisées du Johnson County. Et il se trouve que c'est également la ville où je suis allé au lycée. Ok. Elle estimait que le progrès scolaire Elle estimait que le comité chargé de rédiger les critères d'évaluation prenait ses ordres auprès d'associations élitistes éloignées du terrain telles que la National Academy of Science. Ce comité ne semblait pas s'intéresser à l'opinion des gens ordinaires et c'est pourquoi notre humble ménagère organisa une réunion de floués chez un éminent créationniste local et créa ce qu'on appelle désormais le Citizens Crusade Committee, commission pour la croisade des citoyens. Aux plus grandes dames du monde entier, ce groupe fournit l'essentiel des arguments repris ensuite par le département de l'éducation. Cette ménagère et sa croisade apportent un peu de piment à notre parabole populiste. La véritable cible des écrits conservateurs concernant l'évolutionnisme sont les experts du camp ennemi. Et plus important encore, le contenu même de leur expertise. Doit-on laisser tout cela aux mains des experts ? Demandent les auteurs de Kansas Tornado. Évidemment non. Selon certains tracts, les scientifiques qui répondirent à la convocation du département à l'éducation de l'État étaient à la fois irascibles et égoïstes, exigeant un traitement de faveur durant les auditions, comme s'ils se situaient un cran au-dessus des citoyens ordinaires. Leur attitude n'était pas démocratique, ils se répandaient en injures et invoquaient l'autorité du monde scientifique. Ils se montraient peu respectueux du département et parfaitement méprisants envers quiconque les contredisait. Si on avait adopté les propositions des scientifiques en matière de critères, les croyants se seraient transformés en citoyens de seconde zone qui devaient moins être éduqués qu'endoctrinés. Fort heureusement pour les historiens, le fougueux John G. Altvogt écrivait encore son éditorial dans le Kansas City Star à l'époque où eut lieu l'affaire. La prose enflammée d'Altvok nous montre la mentalité populiste inversée au mieux de sa forme. Perpétuellement outragé, s'emportant contre tel ou tel affront élitiste et tempêtant contre la science et les articles de la presse libérale, ses frères jumeaux du mensonge, après que le département de l'éducation eut pris position contre l'évolutionnisme, provoquant l'hilarité nationale, Altvogt éleva la voix pour condamner l'autoritarisme arrogant qui sointait chez nombreux de ceux qui s'opposaient aux nouveaux critères édictés par le département. S'il ne peut parvenir à leur fin par l'intermédiaire d'un conseil d'élus, ils s'en débarrassent et en nommeront un autre. Mieux encore, ils poursuivront le conseil en justice. Ils ne savent pas pour quelle raison, mais à quoi bon ? Avec un bon juge libéral, ça ne devrait pas poser de problème. Aux yeux d'Altvogt, le vrai problème était justement cette arrogance de classe, éternel carburant de toute cette histoire. Les libéraux et les évolutionnistes pensent tout bonnement qu'ils sont nés pour vous diriger les autres et ils ne permettront pas qu'il soit autrement. Leur prétention à l'expertise n'est finalement qu'un moyen de concrétiser ce credo aristocratique. 2 mois après que la controverse eut fait une des journaux, Altvogt eut une altercation avec l'un de ces scandaleux personnages adeptes de l'évolutionnisme et professeur de sciences dans l'un des prestigieux établissements du Johnson County. Altvogt informait ses lecteurs du Star que, bien que ce professeur fût montré incapable de répondre à des questions scientifiques qui lui avait lui-même posées, il continuait à croire que le programme scientifique devait être défini par son petit groupe et non par un conseil composé de représentants élus. Quelle arrogance! Mais Altvogt avait des nouvelles pour ce nabab. Notre pays est gouverné par des représentants élus et pas par des groupes d'experts autoproclamés. En ne s'adressant pas réellement aux questions scientifiques en jeu, mais en s'en tenant fermement au scénario des intellectuels snobs régnant sur le petit peuple, les conservateurs étaient désormais en mesure de dresser la liste des plus scandaleux outrages contre la démocratie et de les retourner contre leur adversaire. Les croisés anti-évolutionnisme du Kansas, par exemple, prétendent que c'est bel et bien la communauté scientifique et non les fondamentalistes qui pratiquent la censure vis-à-vis de ses adversaires. Que ce sont les scientifiques qui sont dogmatiques et étroits d'esprit. Formule utilisée par Linda Holloway, la présidente du département à l'éducation, et à l'époque où il prit sa décision historique, ce sont ces mêmes experts scientifiques qui iront
irrationnels et emportés, incapables d'affronter la réalité, et que si les articles réfutant l'évolutionnisme ne sont jamais publiés dans la presse scientifique, c'est que ces journaux sont partiaux. Ce dernier argument, fréquent chez les militants du dessin intelligent, théorie qui se présente comme une version universitaire recevable du créationnisme, avait servi à défendre le bon docteur Brinkley contre les inquisiteurs de l'AMA. En outre, les arbitres de la rectitude scientifique n'admettaient aucune discussion. Il est même arrivé que les conservateurs prétendent que ce sont ces damnés scientifiques inspirés par leur désir mégalomane d'apposer leur vision obscène du monde qui ont été les premiers à se lancer dans cette guerre du Kansas. Ayant provoqué l'inévitable réaction de la part du camp adverse, les conservateurs se mirent aussitôt à crier à la persécution religieuse, se présentant comme les victimes de la volonté du monde temporel d'abattre tout ce qui pourrait avoir trait à Dieu. Exactement comme les ploucs bornés du procès de singe, persécutant le professeur pour ses opinions scientifiques. Les militants anti-évolutionnistes aujourd'hui font perpétuellement référence au film de 1960, Procès de singe, évocation de l'affaire du même nom, avec Spencer Tracy, pour renverser le paradigme supposément établi par ce film. Les conservateurs ont soigneusement noté toutes les critiques émises par la presse nationale contre les départements de l'éducation du Kansas et se considèrent comme cloués à la même croix. Selon eux, les adeptes du naturalisme expriment tout simplement leur haine irrationnelle envers les croyants. Les conservateurs sont donc, à leurs propres yeux, victimes du sectarisme au même titre que n'importe quelle autre classe de population discriminée. Ils se considèrent comme le nouveau peuple de couleur. Quelques semaines après la décision prise par le département de l'éducation, Altavogt évoqua l'Inquisition et par là même dans le Kansas City Star de l'Inquisition de mensonges et de contre-vérités à l'encontre des chrétiens, et en des termes qui font penser à l'Holocauste lui-même. Plus tard, il expliqua que la raison pour laquelle un si grand nombre d'articles ne reprenaient pas les termes exacts de la décision controversée, par exemple le département n'avait pas banni Darwin des manuels scolaires, comme l'avaient prétendu les premiers articles sur l'affaire, était que la vérité n'aurait pas permis de déchaîner la haine contre les chrétiens conservateurs et le scandale public recherché par l'élite médiatique libérale. Une autre étrange illustration du délire de persécution conservatrice eut lieu lors de la campagne électorale de 2000, durant laquelle de nombreux membres de ce même département qui avaient émis la fameuse décision désormais si critiquée cherchèrent à se faire réélire. Un tract montrait Linda Holloway, assise et souriante, cernée par toute une série de qualificatifs imprimés en gras. Précisons qu'il s'agit d'un tract pour sa réélection. La candidate fait sa promotion en nous rappelant qu'elle a été qualifiée de raclure de bidet, d'andouille, de fanatique et de néandertalienne. Et tout cela juste pour s'être opposé à l'élite universitaire libérale, et son penchant à faire taire toute personne qui mettrait en question son orthodoxie athéiste. C'est vraiment trop injuste. Holloway a finalement été battu, son tract était accompagné d'une lettre rappelant que ceux qui se prétendent modérés avaient fait preuve d'un sectarisme et d'une intolérance extraordinaire. Pour quelle raison la vache sacrée de l'évolutionnisme est-elle si précieuse aux yeux des instances libérales, éducatives et politiques? La vérité, c'est que l'évolution a plus à voir avec le politiquement correct révolutionnaire socialiste et avec le gouvernement mondial qu'avec la science. Arrêtons-nous un instant sur la dose impressionnante de victimisation que cela exige de la part des conservateurs. Ceux qui n'entendent pas la persécution Ce qu'ils entendent par persécution n'est pas l'incarcération, ni l'excommunication, ni la privation de liberté, mais simplement la critique les articles critiqués
mais simplement la critique. Les articles critiques à leur égard, les présentateurs de télé secouent tristement la tête en évoquant le Kansas, les éditoriaux se moquant du créationnisme et les journalistes de Topeka usant du mot de timbré. Et tout cela de la part de ceux qui traitent régulièrement leur adversaire de pro-avortement, de totalitaristes et de nazis. La disproportion dans le propos est tout bonnement effarante. Le revers de la médaille de ce délire de persécution des conservateurs est le sentiment euphorique de la subversion. Même lorsqu'ils s'emportent contre contre les termes un peu rudes employés par les professeurs de sciences de l'Université du Kansas et regrettent un monde qui s'effondre, d'éminents conservateurs sont capables de déclarer qu'ils soutiennent la décision anti-évolution pour la seule raison qu'elle donne des maux de tête à ceux que Cashill appelle les savants du country club. Ironie du sort, Cashill fit cette déclaration pour un lectorat de chefs d'entreprise dans le journal économique du Kansas, Ingrams, en juillet 2000. Les conservateurs ont également créé un marché florissant de t-shirts proclamant que les étudiants qui prient constituent une véritable menace pour la société. Et même des t-shirts sous une photo de Charles Darwin, appelant à subvertir le paradigme dominant. J'ai vu ce dernier en vente lors du second symposium annuel sur Darwin, sur le thème « Dessin intelligent et démocratie ». Un rassemblement organisé au Rockhurst College de Kansas City, sur le modèle d'une conférence universitaire. Les principales interventions et débats avaient tous pour objectif de défendre la désormais fameuse théorie du dessin intelligent. L'inévitable Jack Cashill donna le coup d'envoi en accusant Hollywood de promouvoir la vision d'un univers définitivement débarrassé de Dieu. Il illustra son propos en montrant des extraits de films impies censés être influencés par les doctrines de Darwin. Cashill était suivi par un théoricien du dessin intelligent, qui s'exprimait de façon monocorde sur les démonstrations erronées censées être utilisées par les évolutionnistes, mais les têtes se mirent bientôt à dodeliner. À la plus grande joie de tous, les théoriciens laissa ensuite la place aux mutations. 3 adorables chrétiens en robe rose qui se pavanaient et tourbillonnaient comme un groupe de jeunes filles des années 60. 3 adorables chrétiennes, pardon, du coup. En robe rose qui se pavanaient en tourbillonnant comme un groupe de jeunes filles des années 60 en chantant Overwhelming Evidence, une chansonnette sur l'air de Ain't No Mountain High Enough. Reprenant avec humour les propos de l'arrogant monde scientifique, elles amusèrent le public en chantant que la vérité, c'est ce que nous disons, et que, comme les experts scientifiques, on n'est pas tenu de vous écouter. Le public, qui s'était ennuyé à mourir avec le théoricien et son énumération des erreurs de la science, apprécia fort cette petite démonstration d'auto-persécution, et tout le monde rentra chez soi, le sourire aux lèvres. Et c'est la fin du chapitre 10. Je pense que... Ouais, on peut lire le chapitre 11, et ça sera bon. Donc, chapitre 11, les antipapes sont parmi nous. Il existe des explications sociologiques simples au penchant du Kansas pour le martyr. Le puritanisme des premiers résidents de l'État et les traditions pentecôtistes des gens qui s'y installèrent dans les années 40 et 50. Pour ma part, je préfère une vision plus romantique, selon laquelle le caractère très reculé de la religion expliquerait la moisson exceptionnelle d'obsédés du martyr que produit invariablement le Kansas. La quasi-totalité du territoire de l'État est inhabité, et son paysage, sans aspérité, persuade assez vite tout un chacun de son insignifiance cosmique. On l'a d'ailleurs bien souvent comparé à la Terre Sainte, où une perspective également vierge a produit un flot incessant de prophètes qui se rendaient en ville, pour y prêcher l'inanité du monde. T.E. Lawrence résumait le credo du dessert en ces termes: nudité, renoncement et pauvreté. Tous ceux qui vivent là suffisamment longtemps s'habituent au fait que leurs états constituent un véritable aimant pour les individus anormalement pieux et pour tous les types de saints chrétiens, depuis l'ermite jusqu'aux prophètes et aux théocrates. Ce n'est pas un hasard si, dans les années 1920, Sinclair Lewis choisit le Kansas comme le lieu idéal pour observer de visu l'art du prêche. Comme Lewis s'en donnait à cœur joie de nos jours,
Les zélotes sont sortis de leurs églises pour envahir l'univers politique en quête d'une transcendance bien terrestre à laquelle ils n'accédaient autrefois que dans le domaine de l'esprit. Politique ou non, le Kansas s'est toujours situé au premier rang des innovateurs religieux. En matière de spiritualité, cet État est ce que la Silicon Valley est aux startups technologiques ou Seattle au rock alternatif. Topeka est le berceau de ce pasteur congrégationaliste qui fut, bien qu'il fût pro-évolutionnisme et relativement radical sur des questions sociales, inventa la formule qui sert depuis de slogan à tous les fondamentalistes dignes de ce nom. Que ferait Jésus ? Kansas City est le quartier général de l'église du Nazaréen, du mouvement de l'unité et de l'église réformée des saints du dernier jour. Nous avons également notre propre groupe schismatique de la nation et de l'islam, et toute bande de témoins de Dieu charismatiques tels que les Kansas City Prophets, les Friends of the Bridegroom, les Friends of the Bridegroom ou la Joel Army. Nombre de Mormons croient que l'une des banlieues lépreuses de la Kansas City du Missouri est en fait le site originel du Jardin d'Éden, ainsi que le lieu exact où Jésus fera son retour sur cette terre. L'une des banlieues aisées de la Kansas City du Kansas est le quartier général d'une très influente radio chrétienne sur les ondes, de laquelle on peut entendre d'éminentes figures du mouvement anti-avortement exposer leur prochain plan de bataille contre l'industrie de l'avortement. Ou encore, les gens ordinaires accuser les politiciens libéraux d'avoir retardé la date de la révélation, en tentant de promouvoir la paix entre Israël et les nations arabes. Bien évidemment, l'industrie de l'avortement est entre guillemets et révélation aussi. À Topeka, en revanche, certains projettent d'accélérer le retour de Jésus en découvrant du pétrole sur le territoire d'Israël et en un lieu indiqué par la prophétie. Ce qui précipiterait du même coup la guerre avec les Arabes, une guerre qui ne peut déboucher que sur vous savez quoi. Olas, dans le Johnson County, abrite une si grande concentration de fondamentalistes adeptes de l'enseignement à domicile et de marchands de bondieuserie que les habitants du Cru l'ont baptisé la ville sainte. La plupart du temps, cette grande marmite religieuse en ébullition fleure bon le protestantisme, au sens religieux comme révolté du terme. Nous sommes ici en présence d'un christianisme insurgé qui s'en prend aux hiérarques arrogants et au formalisme racorni. Ce mouvement subit l'influence des modes tapageuses du jeunisme alternatif aussi naturellement que Madison Avenue en 2003. L'annonce d'un projet ultra-chrétien des Kansas City Prophets a proclamé avec grandiloquence « Préparez-vous à l'adoration extravagante, aux modes de vie radicaux et à la grande mission ». Un magasin d'obédience chrétienne dans lequel j'entrais un jour proposait un choix impressionnant de vêtements pour fondamentalistes branchés, comme ces t-shirts détournant les logos de marques à la mode ou de films cool. Adidas, Matrix, Abercrombie & Fitch, SWAT et même les Super Nanas, ce dernier portant la mention « Gonzesse de Jésus ». D'autres courants religieux du Kansas expriment leur dégoût généraliste pour le monde moderne libéral. En s'accrochant toujours plus obstinément à la tradition, le plus important de ces groupes est la Société de Saint-Pie-X, SSPX. Ce groupe catholique traditionnaliste, fondé par l'archevêque français excommunié Marcel Lefebvre, rejette les réformes du Concile du Vatican II dans les années 60. Outre ses quartiers généraux de Kansas City, il gère un établissement d'enseignement supérieur et un séminaire à St. Mary's au Kansas, qui ont fait de cette petite ville, située au nord-ouest de Topeka, un véritable phare pour tous les catholiques persécutés du pays. Pour la SSPX et les autres traditionalistes, pas question de s'exprimer avec son cœur, ni de se trémousser au rythme de la rue. Bien au contraire,
Parler latin, réprimer toute envie de se trémousser au son de la musique, interdire le pantalon aux femmes, pratiquer la messe exactement comme cela se faisait au Vatican II, avant Vatican II, et respecter à la lettre les enseignements multiséculaires de la théologie scolastique, c'est là le credo. Tout naturellement, le traditionnalisme catholique et la réaction ont de nombreux points communs. Les deux mouvements sont nés en réponse à l'extraordinaire libéralisation des années 60 et dans les endroits comme Saint-Mary's, la SSPX côtoie les partisans des milices. Mais aussi des organisations comme Comitatus. Et Post Comitatus est une organisation chrétienne d'extrême droite luttant contre le pouvoir fédéral. Post Comitatus affirme que le véritable but des pères fondateurs américains était d'établir une république chrétienne où l'individu serait souverain. Le pouvoir local est le seul pouvoir légitime, représenté par des chrétiens mâles de race blanche qui interprètent les lois de Dieu. Le Post Comitatus Act est un décret de 1878 qui proscrit le recours aux forces armées pour faire respecter la loi civile. Il fut amendé après les attentats du 11 septembre 2001. Donc, s'ils étaient assez audacieux pour s'en prendre directement à la très puissante Église catholique, les conservateurs américains pourraient bien faire de Vatican II l'exemple ultime de la manière dont l'élite libérale impose des changements par le haut. Parfaite parabole des braves gens trahis par une hiérarchie instruite, plus intéressée par les Nations Unies, la musique folk et le sempiternel amour du prochain que par le respect des devoirs imposés par Dieu lui-même. Depuis quelques décennies, la prêtrise américaine est plus ou moins libérale, théologiquement et socialement parlant. Toute une génération de prêtres, la dernière grande cohorte en termes numériques, a pris ses fonctions à l'époque de Vatican II et embrassé avec enthousiasme ses valeurs progressistes et réformistes, ainsi que sa sensibilité au changement du temps. Mais la génération de prêtres des années 60 a débarqué à l'instar de leurs contemporains du monde séculier dans l'atmosphère la plus amère de la réaction. Après les divers scandales autour de la pédophilie qui ont scandé ces dernières années, les catholiques conservateurs ont accusé le libéralisme ambiant, inspiré par Vatican II, d'en être responsable. Un nouveau mouvement favorable à la tradition liturgique s'est alors développé principalement sous l'influence de laïcs, en quête d'ordre et de stabilité. Pour pallier à la dérive dont ils accusaient Vatican II. Néanmoins, cette soif inextinguible de continuité, d'unité et d'orthodoxie n'a bizarrement réussi qu'à engendrer infini pinaillage et innombrables schismes. Considéré comme un mouvement schismatique par le Vatican, SSPX accusait de son côté le Vatican d'hérésie, tout en restant officiellement loyal au pape, aux plus grandes dames de certains traditionalistes, qui jugeaient cette attitude insuffisamment traditionnelle. Soit vous êtes pour Vatican II, quoi que cela puisse vouloir dire, soit vous êtes pour la véritable Église catholique, estimait-il. Et c'est la raison pour laquelle ils quittèrent SSPX et créeront des factions rivales telles que la communauté du Mont-Saint-Michel et même la société Saint-Pie V, SSPV. À l'extrémité de la longue chaîne des mouvements sectaires se trouve le sédévacantisme, théorie selon laquelle, en raison des nombreuses hérésies commises par l'Église depuis les années 60, plus personne n'occupe le siège pontifical. Avec son fort accent de l'Oklahoma, David Bowden prononce sédévacantisme, pour conservative. Que je sache, c'est une excellente façon de le prononcer. Bowden est d'ailleurs expert en la matière. N'est-il pas lui-même un sédévacantiste du sédévacantisme ? Il a passé des années à étudier les possibilités offertes à un véritable catholique et à les rejeter les unes après les autres. Il a organisé une élection pontificale et s'est fait élire pape sous le nom de Michael Ier, pape Michael du Kansas.
Michael Ier m'a raconté son histoire par un petit matin frisquet de janvier dans la ferme familiale d'Elabré, située à quelques 30 km de Saint-Maurice. Il m'a reçu au milieu des bibliothèques surchargées et des icônes qui meublent le salon familial vêtu d'une tunique blanche faite de ses mains et jetée par-dessus un bas de survêtement gris. C'est là que Bowden, en pantoufles et en présence de sa mère, m'a expliqué son éloignement progressif de l'église du Vatican II et comment il lui était venue l'idée de revendiquer le siège pontifical. Tout naturellement, vous devez penser que ce type est fou, mais je vous assure, ce n'est pas du tout l'impression qu'il m'a faite. Certes, il a un accent coupé au couteau, une façon de rire qui fait penser à un acteur qui se serait spécialisé dans les rôles de niais, et son domicile ne ressemble à rien à Castel Gandolfo. Ne ressemble en rien à Castel Gandolfo, le palais pontifical du Vatican. Ce matin-là, il régnait une forte odeur de saucisse. Mais il était à l'évidence intelligent et assurément sincère. Ayant passé sa vie à étudier le droit canon et les théories catholiques de la vieille école, les pensées scolastiques et juridiques des principaux penseurs de l'église du Vatican II, il avait considéré la situation sous tous les angles et pouvait dire précisément pourquoi telle ou telle question n'avait aucun sens et pourquoi telle ou telle critique était définitivement disqualifiée. À l'origine, la famille Bowden s'était installée à Saint-Maurice en 1980 pour se joindre à la société Saint-Pédis. David avait même étudié un temps au séminaire de M. Lefebvre à Écône en Suisse. Il n'y était pas resté longtemps, et sa famille finit par rompre avec la SSPX, comme il l'avait expliqué à un journaliste du Kansas City Star. Mais cela n'arrêta pas Bowden dans sa quête du véritable catholicisme. Il continua d'étudier grâce à sa bibliothèque religieuse personnelle et finit, au milieu des années 80, par comprendre que Jean-Paul II n'était pas le pape. Ce fut une véritable révélation. Alors, on a une note de bas de page. En avril 1982, le Star a publié une série d'articles sur les us étranges de Saint-Maurice. Dans ces articles, les Bowden et quelques autres familles qui s'étaient installées dans les environs racontent leurs déboires avec la hiérarchie de la SPX. Entre autres choses, le révérend Hector Bolduc, alors chargé du campus de Saint-Maurice, aurait chassé les Bowden des lieux et leur aurait dit qu'ils ne pouvaient pas recevoir les sacrements d'aucun autre prêtre que lui. Lorsque les Bowden organisèrent une réunion, une réunion des mécontents de la SSPX, ils furent harcelés la nuit par des coups de fil et reçurent des lettres anonymes injurieuses. Et David Bowden, le futur pape Michael, déclara « Je sais pour avoir longtemps fréquenté le père Bolduc que si j'avais fait la moitié de ce qu'il a fait, j'irais tout droit en enfer. » Auparavant, Bowden était simplement mécontent des pratiques de l'Église moderne, mais désormais il comprenait que les hommes qui se trouvaient à sa tête n'étaient pas légitimes du simple fait que de ses propres hérésies et de celles de ses prédécesseurs, Jean-Paul XXIII et Paul VI. Non, de ses prédécesseurs Jean XXIII et Paul VI. Comment un homme pourrait-il se prétendre chef d'une église dont il n'est même pas membre ? Demanda-t-il. En effet, un hérétique quitte définitivement l'église. Et l'hérésie est un moindre mal. On peut lire sur le site internet du pape Michael que Paul VI était l'antéchrist en personne. La SSPX n'est pas mieux servie. Le problème avec Lefebvre, c'est qu'il reconnaît le pape Jean-Paul II, ou du moins, c'est ce qu'il a fait avant de mourir, et son groupe poursuit dans cette voie. Mais si vous reconnaissez un antipape hérétique, alors vous faites partie de son église, et non de l'église catholique. Mais le pape Michael va encore plus loin. Non seulement Lefebvre n'était pas suffisamment rebelle, mais il n'était pas rebelle du tout. Sa prétendue révolte était en fin de compte qu'un leurre destiné à soutenir l'église corrompue du Vatican II. Il savait parfaitement que lorsqu'ils auraient abandonné la messe en latin, certaines personnes allaient se ruer vers la porte de sortie, explique Michael Ier. Et Lefebvre était là pour les récupérer. À la fin des années 80, le pape Michael décida de coucher toutes ses réflexions sur le papier. Il écrivit donc avec un de ses camarades un livre dans lequel 500 pages intitulé « L'Église catholique survivra-t-elle au XXe siècle ?»
travail digne d'un moine du Moyen-Âge, ce livre publié au Kansas en 1990 reproche aux catholiques du monde entier leur méconnaissance totale des infinies complexités du droit canon. Bien sûr, Vatican II est l'horreur absolue et constitue le cœur même de la grande apostasie. Les traditionnalistes du genre SSPX sont à peine mieux traités. Eux aussi sont pris au piège de leur ignorance crasse en matière de droit canon et ressassent telle ou telle hérésie qui va à l'encontre des propositions pourtant claires émises par le pape Machin dans sa bulle sur l'infaillibilité du pape. Où que l'on porta le regard les âmes risquaient la damnation, du fait de l'ignorance du clergé. Au Moyen-Âge, ce genre de raisonnement avait le pouvoir de terrifier les gens. Les papes surpuissants en usaient pour soumettre les royaumes entiers. Les puissants de la terre mettaient leur âme en péril, et celle de leurs sujets. En ne tenant pas compte de tel ou tel minuscule détail du droit canon, l'exemple de Michael Ier nous indique seulement ce que ce genre de raisonnement peut produire. Dans les mains d'un indépendant. Personne n'est assez pur et tout le monde est susceptible d'être disqualifié, d'un moment à l'autre. Bowden applique cette méthode à la quasi-totalité de l'humanité. Votre curé, avec ses années de formation au séminaire, n'est pas d'accord avec Michael Ier, mais puisque votre prêtre est prêtre, il accepte Vatican II, et par là même se trouve être un hérétique. Donc dans l'erreur, donc totalement disqualifié en tant qu'expert. Assez curieusement, c'est un type de raisonnement que je n'ai rencontré au cours de ma vie que dans les mouvements d'extrême gauche, dont les membres s'excommunient avec ferveur les uns les autres, purgent leur mouvement et se disputent sans fin à propos de telle ou telle hérésie ou erreur doctrinale. Pourtant, le pape Michael semble avoir tiré sa stratégie du camp politique adverse. Impression confirmée par son usage généralisé de la théorie de la conspiration. S'il a été expulsé du séminaire de M. Lefebvre, ce n'est pas, selon lui, à cause d'une erreur de sa part, mais bel et bien parce qu'il connaissait trop bien la vraie foi, et ceux qu'il gardait étaient justement ceux qui ne connaissaient pas la vraie foi. Leur projet sinistre s'illustrait parfaitement dans la préférence accordée aux étudiants médiocres. À brûle-pourpoint, la mère du pape exprime de vives critiques à l'égard de la John Birch Society, ce mouvement fanatique anticommuniste né dans les années 60. Tout ce qu'ils font, c'est se réunir, manger, se séparer. Et Michael Ier de renchérir, ils ne font strictement rien. Assez vite, le pape Michael enchaîne sur les francs-maçons et leurs agissements machiavéliques, faisant remarquer que nombre de présidents américains avaient été francs-maçons. Bowden saute sur l'occasion. Croyez-vous en la théorie de la conspiration? Innocemment, je demande de quelle conspiration il s'agit. La conspiration de l'histoire. Et même du pape, et la mère du pape de préciser « Les choses n'arrivent pas par hasard. Ce que je veux dire, c'est que quelqu'un cherche à s'emparer des commandes du monde. Et je dois dire qu'ils font un sacré bon boulot. Ils travaillent avec Satan. » Alors arrive sur le tapis le Conseil des Affaires étrangères et les suspects habituels, les Bilderberg et autres commissions trilatérales. Dans son livre paru en 1990, Bowden semble m'apporter foi à cette supercherie indigne que sont les protocoles des sages de Sion, en comparant les extraits avec des déclarations de dirigeants de l'Église après Vatican II, supposés participer à la grande conspiration. Michael Ier applique ensuite cette stratégie à l'histoire récente de l'Église catholique et conclut « Fondamentalement, ce sont les communistes, les francs-maçons et tous les autres qui dirigent aujourd'hui l'Église de Vatican II. » À l'appui de leur accusation, nos deux procureurs produisent un livre de cantiques datant de 1959, dont la traduction erronée du latin, insiste-t-il lourdement, a été plus tard intégré à la nouvelle messe par Vatican II. Ils connaissent également quelqu'un à qui un jésuite a dit, dans les années 50, qu'un jour la messe se ferait en anglais. Seule une poignée de gens, l'élite libérale, était dans le secret, les autres se contentaient de suivre comme des moutons. Ayant découvert tout cela, Bowden lança en 1990 des invitations en vue d'une élection pontificale aux sédévacantistes du monde entier. Ils furent 5 à se présenter. Ses parents, le co-auteur du livre susmentionné, et les 2 amis de la famille.
Réunis dans la brocante tenue par le père de David, la mère et le fils adorent les brocantes et les vide-greniers. La réunion se conclut sur l'élection de David au siège pontifical. La mère sort un dossier de presse pour me montrer les articles du Saint-Maris Star et du Topeka Capital Journal commentant l'événement. Il y a également une page extraite d'un calendrier de 1990 sur lequel on peut lire, à la date du 16 juillet, élection du pape. Par pitié, ne riez pas. Il y a quelque chose de spécifiquement américain, comme la quintessence même de l'Amérique. Dans cette conjonction de pompe spirituelle et d'humilité, au Kansas, ce phénomène est particulièrement marqué. Sur cette terre déserte, les gens appellent depuis un siècle le monde à revenir sur la voie de la justice et de l'abnégation, s'imaginant être plus proches de Dieu du seul fait qu'ils sont plus éloignés de la civilisation. Et voici le pape Michael, critiquant le monde entier depuis sa ferme reculée et réglant à lui seul le grand problème, qui semble contrarier tant de gens dans nos contrées. La malédiction pesant sur le monde depuis les années 60. Pour s'attaquer à cette question obsédante, il ne fait pas appel à la recherche laïque, à l'histoire, à la sociologie ou à l'économie politique. La mentalité du Kansas les considère comme non pertinentes car totalement compromises par le libéralisme et leur rôle dans la conspiration. Non, les réponses doivent être recherchées exclusivement dans les textes fondateurs de la religion, à la manière dont d'autres ne se réfèrent qu'à la Bible ou à la Constitution. Et c'est ainsi que même les esprits les plus brillants en reviennent. Qu'ils soient en quête de certitude et de sainteté ou simplement d'une explication à ce qu'il est advenu de ce monde, à la plus simpliste des théories sur la conspiration libérale. C'est ainsi que le pape Michael se tient avec méfiance à distance du grand mouvement libéral et l'accuse des crimes les plus affreux. Mais il ne s'identifie pas pour autant aux braves types modestes, aux opprimés, pas plus que les principales figures du conservatisme républicain ne s'intéressent véritablement au sort des fermiers et des petites villes. Bien au contraire, la stratégie qu'il a choisie est celle des traditions les plus arrogantes de l'Église elle-même, celle des papes du Moyen-Âge et des prêtres espagnols du XIXe siècle. Ce sont ces traditions qu'il estime avoir été injustement abandonnées et méritées d'être défendues. Il se range aux côtés des grands de ce monde et, en arpentant les allées de la brocante locale, il rêve même qu'il est le plus grand de tous. Et c'est la fin du chapitre 11. On se retrouvera donc la prochaine fois pour le chapitre 12 qui s'appelle « Le jeu de l'indignation ».